On y va, Rachel et Léa. Je vous ai préparé un cours comme Comme tu aimes. Comme j'aime. Une nouveauté. Production, fraîche production de la maison. Alors, ces deux épouses-là. D'abord, là, on est dans une paracha extraordinaire, concentrée sur Yaakov et concentrée sur la naissance de pratiquement toutes les 12 tribus. Dans cette paracha, le mariage de Yaakov avec Léa, puis avec Rachel, et la naissance des tribus, des Shvatim, et le nom qui est donné aux Shvatim. Et donc, on est dans la paracha qui crée le peuple juif. La création du peuple juif, Beit Yaakov, la maison de Yaakov, est en train de naître dans cette paracha. Et bien sûr, on a une question évidente. Cette question-là de ce double mariage, alors que la Torah est clairement contre la polygamie, clairement, on voit bien que Avram et Sarah, c'est un couple monogame. Elle a demandé à Hagar une forme de gestation pour autrui. C'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui, ça correspond à ça. Mais bon, ça n'était pas une épouse, c'était quelqu'un qui allait Oulay Ibané Mimena, je vais me construire à travers elle. Pour Yitzhak et Rivka, il n'en a jamais été question. Pourtant Rivka est stérile. Il n'en est jamais question, soit cette femme, soit rien. Et voilà qu'ici, on a une sorte de double mariage, mais non seulement un double mariage, mais c'est à travers ces deux matriarches-là, ces deux femmes-là, Rachel et Léa, qui sont extrêmement importantes, tellement importantes qu'il va y avoir une dissymétrie. On a 3 Avot et 4 Imaot. D'accord? Avram, Yitzhak, Yaakov. Et de l'autre côté, tu dis Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Bienvenue. D'accord? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Donc, on voit que Rachel et Léa sont toutes deux extrêmement importantes, tout autant importantes, et toutes les deux vont faire partie de l'élaboration, de la réalisation, de la concrétisation, de la naissance des 12 tribus et de la création du peuple d'Israël. Et c'est étonnant. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été un choix. C'est vrai que ça n'a pas été un choix pour Yaakov. Yaakov a clairement choisi Rachel. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais on a envie de dire, Dieu a fait en sorte que, par l'entourloupe du Lavan, Léa, de fait, elle est mariée avec lui. Et Rachel, de fait, il souhaitait l'épouser, donc il va l'épouser. Et voilà qu'on a 2 matriarches au lieu d'une. Alors, il y a quelques semaines, on avait mis à l'honneur Rachel, on avait fait la Iloula de Rachel, on avait raconté des choses extraordinaires à propos de Rachel. Aujourd'hui, c'est la fête des Léa. Et comme je m'appelle Léa en deuxième prénom, vous allez voir, et ce que j'ai adoré, c'est que vous savez que les prénoms sont porteurs d'une grande signification, et des choses que j'ai découvertes aujourd'hui en préparant ce cours sur Léa, je les ai complètement retrouvées à l'intérieur de moi, donc c'était très rigolo. Est-ce qu'il y a d'autres Léa ici? Oui, Léa, David, Léa, la seule? Bon, c'est nous deux, c'est notre fête. Qui? Ah oui, Léa, bien sûr, évidemment. On est 3 Léa. Alors, comment la Torah te présente, donc, près du puits, ça sera un autre cours, pourquoi à chaque fois les rencontres amoureuses se font au bord du puits, il voit Rachel, Yaakov voit Rachel arriver avec le troupeau de son père, et il abreuve le troupeau, etc., et il l'embrasse, il l'enlace, il lui dit qu'il est de sa famille, il va vers chez Lavan, et effectivement, il souhaite se marier avec Rachel, il dit à Lavan, je vais travailler 7 ans pour toi, pour ta fille, la deuxième, la cadette. Et quelle est la présentation que nous offre la Torah de ça? Vous avez 2 versets, est-ce que tout le monde a 2 versets? Parce que j'ai fait une première version avec un seul verset, une deuxième avec 2 versets en haut. Ouais, en haut, tout en haut. Verset numéro 1, comment la Torah me décrit Rachel et comment la Torah me décrit Léa? C'est hyper important, la première description de ces 2 futures matriarches que me fait la Torah. Et réaction de Yaakov en fonction de ces 2 femmes. Ve'eine, donc juste avant, c'est Lavan avait 2 filles, ok? Ve'eine, donc la grande s'appelle Léa, la deuxième s'appelle Rachel, Yofi. Ensuite, Ve'eine Léa Rakot, description de Léa. Léa avait les yeux ternes, faibles, on va voir ce que ça veut dire, fragile peut-être, Rakot. Verachel,
Haïta yefat toar vifat maré. Et Rachel était d'une beauté hallucinante, aussi bien une beauté extérieure qu'une beauté de caractère. D'accord? Elle était belle à voir, était belle, comment ils disent, était belle de taille et belle de visage. Bref, elle était très belle. Et la première présentation qu'on fait de ces deux femmes, qui vont les deux rentrer dans l'histoire de notre peuple, les deux, l'une autant que l'autre, l'une, tu sais quoi, elle avait les yeux tendres, et l'autre, l'autre, elle était belle. Ah, tu dis, il y a quand même un sacré problème, parce qu'au final, les deux sont importantes, les deux, et même Léa va donner naissance à la moitié des tribus. 6 enfants, 6 fils de Yaakov vont naître de Léa. Qu'est-ce que c'est que cette description-là? On essaye de te montrer une dissymétrie entre les deux, mais laquelle exactement? On ne dit pas Léa n'était pas belle. La Torah ne dit pas ça. On dit qu'elle avait des yeux particuliers. Il y avait quelque chose de particulier dans ses yeux. Peut-être que cette particularité empêchait de voir sa beauté. Elle était certainement belle, mais ce n'est pas la première chose que tu voyais en tout cas. La première chose que tu voyais chez Léa, c'était ses yeux tristes, tendres, fragiles. Vayeav Yaakov et Rachel. Yaakov a aimé Rachel et il a dit « Je travaillerai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » D'accord? Donc cette différence-là qu'essaye de te présenter la Torah est une telle différence que Yaakov, qui voit cette différence, choisit Rachel. Qu'est-ce qu'il a choisi? On a quand même un peu du mal, sachant qui est Yaakov, le père des 12 tribus, à se dire « Il a vu, c'était un canon, il a dit « Je l'aime. » Bien que certainement c'était un canon et bien, certainement qu'elle lui plaisait, mais on a du mal à dire, voilà, critère ultime. Tu sais quoi, elle était belle, il a dit, je l'aime, je la veux. C'est un non-sens, je veux dire pourquoi. C'est pas qu'il n'était pas sensible à la beauté, il était évidemment sensible à la beauté, mais c'est un non-sens parce que ce genre de détails, la Torah elle te donne les détails qui rentrent dans l'histoire du peuple juif. Que moi, en 2014, ce détail, il est important pour moi. Il m'aide à me construire. Quand je lis la Torah, ça m'apporte quelque chose. Le fait qu'elle était Miss Monde ou plutôt Miss Univers, tu vois, voilà, ok. C'est pas plus important que ça dans ma construction et surtout dans l'histoire du peuple juif qui va naître de ces deux femmes, d'accord? C'est pour ça que le détail paraît étonnant. Ici se révèle une notion extraordinaire. Extraordinaire que le Rav Kook explique dans un de ses livres. D'accord, je vous l'ai rarement cité, et là je suis tombée là-dessus et j'ai eu un coup de cœur, un véritable coup de cœur il va nous expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux femmes, pourquoi ces deux femmes, les deux, devaient obligatoirement rentrer dans l'histoire de la création du peuple juif, la différence fondamentale, la nécessité de l'une et la nécessité de l'autre, et pourquoi on ne pouvait pas faire l'économie ni de l'une ni de l'autre. Absolument pas. Alors Rav Kook explique comme ça. Il dit, tu sais, il rapporte un Zohar. C'est pas mon habitude de vous rapporter le Zohar, d'accord? Loin de moi de telles prétentions. Rav Kook le rapporte, le Zohar, et je suis même allée le chercher. Je vous ai mis, c'est de l'araméen. C'est un araméen difficile, le Zohar. Donc je vous ai juste fait un copier-coller de cette partie qui est importante pour nous. Dit le Zohar, Yaakov a réalisé, quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu a fait les choses de telle sorte qu'il fallait qu'il ait ces deux épouses-là, il a réalisé qu'il devait hériter, qu'allait, à travers ces deux femmes, se construire deux mondes. Le monde dévoilé, je vais expliquer ce que ça veut dire, qui correspond au monde du présent, et le monde caché, qui correspond au monde du futur. Ça s'appelle en araméen Alma de Idgalé, Alma de Itkasé. Le monde dévoilé, le monde est cassé, comme le kissouille, comme quand on couvre quelque chose, le monde couvert. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ce monde dévoilé et ce monde couvert? On va expliquer. Alors, Rav Kook dit comme ça, il dit n'importe quelle construction au monde, quelle qu'elle soit, le domaine de la construction, tu cherches un travail, tu cherches un mari, tu cherches une maison, peu importe, toute construction se base sur deux éléments essentiels. Et tu ne peux faire l'économie d'aucun des deux. C'est quoi ces deux éléments? C'est le présent et le futur. Et je m'explique. Pourquoi le présent et le futur? Tu rencontres quelqu'un, exemple le plus simple. Le présent, feeling, il me plaît, je passe un bon moment, c'est agréable, on est bien ensemble. Ok.
Si c'était que ça, impossible. Le futur, quels sont tes projets? Comment tu te vois demain, après-demain, l'éducation des enfants, Eretz Israël, la Parnassa, l'étude de la Torah, tes objectifs, mes objectifs. Ensemble, au présent, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'au futur, on a un avenir ensemble qui peut être pérenne? Un emploi, d'accord? Tu cherches un emploi. Qu'est-ce que tu vérifies? Tu vérifies le présent et le futur. Le présent. Combien d'heures de travail? Quel est le salaire? Conditions d'emploi. Est-ce que c'est loin de chez moi, pas loin de chez moi? Combien j'ai de vacances? Le futur. Possibilité de gravir dans les échelons. Possibilité d'avancement. Est-ce que c'est bien pour mon CV? Plus tard, quand j'aurai mon CV, est-ce que ça sera bien d'avoir écrit que? C'est-à-dire qu'en permanence, quand toute construction, quelle qu'elle soit, tu dis est-ce que c'est bien maintenant? Tu choisis une école pour tes enfants. Est-ce que c'est bien? Ils sont gentils, ils sont agréables. Chloé, c'est la maîtresse. Super, c'est bien, on lui fait des bisous, elle est heureuse. Ok, mais si à la fin de l'année, elle ne sait pas lire et que dans les autres écoles, on sait lire, ça ne marche pas. Est-ce que c'est aussi bien pour son avenir? Est-ce que c'est aussi bien ensuite pour l'enfant? Donc, quel que soit le domaine, quel que soit l'exemple que vous pouvez imaginer, vous allez voir tout le temps, même sans vous rendre compte, vous avez toujours ces deux questions en tête. Est-ce que c'est bien? Je suis bien maintenant? C'est agréable, c'est un bon moment, c'est quelque chose que je souhaite pour mon quotidien. Est-ce que dans le futur, je vois un avenir? Est-ce que c'est un présent, autrement dit, qui a de l'avenir? Ou bien c'est un présent qui n'a pas de l'avenir? Il y a des relations, malheureusement, ou qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est une relation qui n'a pas d'avenir. On le dit comme ça. On dit, ok, ah ouais, tu passes un bon moment, ah ouais, c'est sympa, arrête de perdre ton temps. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Donc, dommage de perdre du présent, quand à l'intérieur du présent, il n'y a pas le germe de l'avenir. Très bien. Maintenant qu'on a compris ces deux principes fondamentaux, encore une fois, les deux piliers de toute construction, dit le Rav Kook. Alors, idéalement, dans la situation idéale, le présent que tu vis, quand ça fonctionne bien, c'est ce qu'il faut souhaiter, a à l'intérieur de lui les graines du futur. D'accord? C'est-à-dire que le présent que tu vis, idéalement, c'est un présent qui te mène vers un futur serein. Avec ce job, je suis tranquille, il va y avoir ça et ça et ça. En habitant dans tel endroit, c'est bien, voilà comment va évoluer le quartier, je suis contente. Avec ce garçon, c'est génial, on a les mêmes objectifs, on veut partir en Israël ensemble, on veut qu'il y ait tel et tel essentiel dans notre foyer. Les graines de l'avenir sont présentes. Tu prends une décision présente, tu vis le présent et tu sais qu'il y a à l'intérieur de ce présent quelque chose qui va émerger. Et des fois, quand il y a des embûches, ça crée, quand le présent ne fonctionne pas exactement comme tu as envie, c'est quoi l'angoisse? C'est que ça crée une coupure entre le présent et l'avenir. Tu dis, non, avec cet enfant, ça se passe tellement mal maintenant à l'école qu'il n'y a rien qui pourra sortir. Il vaut mieux le sortir cette classe, de cette école. Ça marche tellement pas bien avec ce garçon qu'il vaut mieux couper court. D'accord? Et donc tu vois qu'à un moment, ou bien une situation que tu vis, tu n'es pas bien au travail, ça se passe pas bien et tu dis, je ne vois pas comment de ce présent qui est malheureux, c'est une tsara, c'est quelque chose de négatif qui t'arrive, t'es pas bien, chaque jour t'es pas bien, tu dis mais est-ce que quelque chose de bien, tu te poses la question, est-ce que ce présent est lié à son futur ou est-ce que je suis en distance? Est-ce qu'il y a une coupure là qui est en train de faire? Une personne qui s'entend pas bien, beaucoup de désaccords, à chaque fois avec son mari, à chaque fois qu'ils se retrouvent seuls les deux, vas-y, il y a des histoires, il y a des trucs. Est-ce qu'on a un avenir? Est-ce que c'est juste un passage obligé? Ou bien est-ce que c'est le signe qu'il y a ici un fossé entre mon présent et mon avenir? Et des fois c'est l'inverse. Des fois, tu as le présent, au lieu que le présent germe à l'intérieur de lui les graines de l'avenir, tout d'un coup, tu sens que le futur a fait un bond dans le présent et tu le vis d'un coup. Comme quand tu gagnes à la tombola, tu as un Sefer Torah. Tu n'as fait aucun effort pour y arriver, tu n'as pas mis de côté à chaque fois, ou bien tu es tombé sur ton khatan, même pas tu cherchais, même pas tu voulais, c'était même pas dans ton idée, tu étais dans tes études, il est arrivé. Ou bien tu es enceinte d'un coup, mais même pas j'ai eu le temps de prier, même pas je me suis posé la question, tout de suite, je suis tombée enceinte direct.
Des fois, tu as l'inverse. Au lieu que ce soit un long processus, parce que le présent, c'est un long processus qui amène au futur, un long processus. Tu sais qu'il y a un futur. Tu es en première année de médecine. Tu te poses la question, est-ce qu'il a une bonne situation, ce garçon? Est-ce qu'il a une bonne situation? Là, présentement, non, mais il fait ses études. C'est un pari sur l'avenir. Donc, c'est un processus du présent, mais qui va mener à un futur. D'accord? Et donc, des fois, comme je vous ai dit, boum, tu as une surprise et tu as un bond à l'intérieur. Et alors, ce que veut dire ici le Rav Kook, à travers, le Zohar, en rapportant le Zohar, il nous dit, tu sais quoi? C'est quoi que Rachel, elle est le monde des Itgalé, le monde dévoilé, et que Léa est le monde caché? Rachel, vous savez, les Avot qu'on a et les Imaot, patriarches et les matriarches, ils incarnent quelque chose, d'accord? Ça veut dire, ça s'appelle Avot Tipus, c'est un type, une caractéristique de patriarche et de matriarche, à l'extrême. C'est-à-dire que pour que nous, ensuite, plus tard, Abraham, c'est le récède, mais genre un truc fou, quoi. C'est-à-dire, il va pas bien, il est malade, je veux des invités, il a besoin de sa dose d'invités. Mais ça, toi, maintenant, tu dilues, on a tous en nous ce récède d'Abraham, d'accord? Donc, en fait, chacun, ils incarnent à l'extrême quelque chose. Abraham, c'est l'extrême récède, Yitzhak, c'est l'extrême contraire, Gevura. Lui, il limite, lui, il fait des choix. Il s'est limité, lui, c'est pas toute la terre, tout le monde, tout. Yitzhak limite les choses. Il a une bracha à donner à un enfant. C'est comme ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la Gvura. Yaakov, c'est le mélange de Chesed et de Gvura, ça s'appelle Tiferet. Pour ainsi dire, le juste milieu. Mais chacun incarne une de ces caractéristiques de façon maximale. Pareil pour les Imaot. Pour les Imaot, elles incarnent quelque chose. D'accord? Alors, aucune de nous n'est complètement Rachel et complètement Léa. Mais vous allez voir, moi en tout cas, je me suis complètement retrouvée dans Léa. Elle incarne une particularité. Quelle est la particularité de Rachel? Rachel, c'est la femme du présent, je vais l'appeler, et Léa, c'est la femme du futur. Qu'est-ce que c'est la femme du présent et du futur? La femme du présent, déjà, elle est belle. Elle est belle là, maintenant, tout de suite. Waouh, j'ai envie de me marier avec elle. Elle est belle, elle est de façon immédiate, c'est-à-dire qu'elle te révèle son intériorité tout de suite. Elle est disponible, présente, elle est là. Elle est une personne avec qui, tout de suite, tu sens que tu peux construire. Une personne du futur, c'est par exemple, l'exemple que j'ai donné, il fait ses études, il est en 2e année de médecine, dans 10 ans il aura un métier, c'est pas grave. Mais c'est une personne, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, globalement, je vais essayer de vous donner c'est quoi une femme bon, excusez-moi. On va reprendre sur Rachel et Léa, et ensuite je vais vous donner des exemples concrets, vous allez très bien comprendre c'est quoi ces notions d'être quelqu'un du présent ou quelqu'un plus du futur. Pour Rachel et Léa, vous allez voir que le fait que Rachel elle est du présent et Léa est du futur, on va retrouver, à partir du moment où Rav Kook m'a donné cette clé-là, la clé de compréhension de ces deux personnages qui incarnent ces deux concepts, ces deux philosophies en fait, ça se retrouve tout au long de leur histoire jusqu'à la fin de la paracha. Vous allez voir, même quand ils vont mettre des enfants au monde, les noms qu'ils vont donner, vous allez voir, tout incarne cette réalité. Rachel, c'est la femme qui est belle et qui est disponible et qui est belle à l'intérieur et belle à l'extérieur, avec laquelle Yaakov se dit à juste titre, c'est avec elle que j'ai envie de construire parce qu'il croit profondément, Yaakov, que le futur arrive quand un présent est bien vécu et pleinement vécu. Quand tu es à fond dans ton existence, dans ta réalité, il vit la réalité à fond, Yitzhak. Et donc quand tu vis la réalité à fond, eh ben, il voit en Léa quelqu'un qui peut tout à fait lui correspondre. Par exemple, l'exemple qu'on a vu la semaine dernière sur Yitzhak. Yitzhak, sa mère lui dit sur Yaakov, depuis tout à l'heure je dis Yitzhak. C'est pas grave, vous avez compris, j'étais ailleurs. C'était pour vérifier. Alors, Yaakov, je vais te dire pourquoi j'ai dit Yitzhak, parce que là j'ai envie de vous parler des brachot d'Yitzhak. Yitzhak veut donner sa bracha, the bracha ultime, celle qu'il a reçue de Abraham, d'accord? Il veut transmettre la bracha dont a besoin celui qui va être à l'origine du peuple juif. Il veut donner sa bracha. Rivka, elle a compris que cette bracha devait revenir tout à fait normalement à Yaakov, qui en plus avait eu le droit d'aînesse, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Rivka sait que c'est Yaakov qui doit porter cette bracha. Yaakov, il ne veut pas. Il dit, mais maman, c'est pas possible, je vais prendre un truc comme ça. Quoi? Au nom d'une bracha dans le futur, aujourd'hui, je vais faire un truc tordu? Mais pas du tout. C'est un homme du présent.
C'est sa mère qui le force. Il va le recevoir, mais forcé par sa mère. Shma Bekoli, tout ce que je te dis, tu fais. Je veux que tu ailles. Il y va. Anous, il est obligé. Sa mère l'a forcé à aller. Mais lui, à la base, il dit quoi? Je vais renoncer à quelque chose de fondamental au niveau de ma philosophie du présent pour une bracha sur l'avenir. Il n'est pas comme ça, Yaakov. Et donc, Yaakov, quand il voit Rachel, il voit en Rachel quelqu'un aussi qui a la même philosophie que lui et qui est complètement attaché à ce qu'il vit au quotidien, générateur, petit à petit, dans un processus long d'un futur qui arrive. Alors que Léa, qu'est-ce qu'on te dit? On va comprendre c'est quoi Enea Rakot. Elle a les yeux fragiles, tendres. Dit Rachi, Rakot, tellement elle pleurait qu'elle en avait perdu ses cils. Elle ne pouvait plus mettre de mascara. Après ça a repoussé, c'est pas grave. Elle pleurait tellement. Pourquoi pleurait-elle tellement? Elle pleurait parce que elle se croyait, c'est dans la partie Léa, parce qu'elle se croyait destinée à Esav et elle en pleurait sans arrêt. Tout le monde disait, tiens, Rivka a 2 fils, Lavan a 2 filles, ils sont en famille, la grande avec le grand, le deuxième avec la deuxième. Donc moi je vais avec Esav. Esav, très mauvaise réputation. Non, je veux pas du tout. Tout ce que j'ai entendu sur lui, ça me fait pas du tout envie. Et elle pleure. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire quand tu es quelqu'un du présent? Si tu es Rachel, tu as envie de lui dire, attends, Léa, c'est bon, il n'est pas là Esav là. Tu n'es pas en train de te marier avec lui. Arrête de pleurer, ça va. Vis ton quotidien. Si tout d'un coup ça arrive, tu réagiras en fonction. Mais qu'est-ce que tu es en train de te torturer ton existence, tu es en train d'en perdre tes cils, tes yeux, tu es devenu terne, on voit plus ta beauté tellement que tu pleures. Sur quoi? Sur un futur pas si proche, que tu sais même pas si ça va avoir lieu. Arrête, c'est bon, vis ton quotidien, et si Dieu veut, bah, on décidera ce qu'on fera, mais Léa, c'est la femme du futur. Elle a une idée en tête, on va expliquer c'est quoi. Elle a une idée en tête, c'est quoi? C'est je ne veux pas dans le futur avoir une histoire comme ça. Je ne peux pas imaginer, c'est-à-dire que je suis concentrée sur quoi? Sur mon devenir à long terme, pas à court terme. Alors que Rachel est concentrée sur son devenir à court terme. Quels exemples je peux vous donner sur des personnes, et je pense que tous, on est plus ou moins plus du présent ou plus du futur. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. C'est quoi une personne du présent? C'est une personne qui veut absolument que maintenant, tout de suite, ça aille bien. Ça aille bien maintenant. Et qui n'a pas de patience pour des processus lents. Je veux le rencontrer maintenant. Et une personne du présent, par exemple, sera d'accord elle pourra peut-être éventuellement des fois faire des choix pas forcément très bons, parce qu'elle ne supportera pas la solitude de tout de suite. Sa main supporte ma solitude. Donc des fois, il y aura peut-être des choix qui seront mal faits, qui pourront être rattrapés bien sûr, mais le tout de suite est très important. Je veux, avec mon mari, je ne supporte pas qu'il y ait un désaccord. Je veux tout de suite maintenant, je veux qu'on s'entende bien, je veux que ça fonctionne. L'école, je veux que ce soit la bonne école directe. Non, j'ai pas la force pour me dire que non, je me suis trompée, peut-être que machin, truc. Le bébé, je le veux tout de suite. Des fois, il y a des filles qui me disent, mais je comprends pas, c'est horrible, je suis pas enceinte. Je fais, mais attends, ça va, détends-toi. J'ai arrêté la pilule il y a 1 mois et je suis pas enceinte. Quand même, ça va. D'accord, donc c'est des personnes, des personnalités, des types de personnes qui ont vraiment besoin que leur quotidien immédiat, que tout de suite, ça roule. Et que ça corresponde. Le boulot, j'ai pas le temps d'attendre que ça aille mieux au boulot. Ça va pas, je me casse. J'ai pas le temps d'attendre qu'il y ait un processus. J'ai pas le temps de me dire que ça va, t'inquiète pas, la parnassa, demain. Non, je veux là, maintenant, j'ai la carte bleue, tac. Je veux faire des courses tout de suite. Je veux pouvoir... C'est des personnes peut-être un peu plus impatientes. Et c'est des personnes kiffantes, parce que c'est des personnes avec qui la proximité est très agréable. Parce que c'est des kiffeurs de la vie. D'accord? C'est des grands kiffeurs de la vie. Ça veut dire que c'est une proximité. Ils sont dans le tout de suite, dans le maintenant, et dans la fête, et dans la joie. J'adore voir son la personne, la femme du futur. Léa, c'est qui? C'est pas moi. Alors, la femme du futur, elle dit comme ça. La femme du futur, elle dit comme ça. Elle dit, je veux que ce que je suis en train de construire soit définitif, quitte à quoi? Quitte à passer par des moments difficiles. Mais je veux que ce soit définitif. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper.
Je veux pas essayer quelque chose, autre chose, machin, prendre un garçon, prendre un autre, machin. Je m'en fiche si c'est difficile. Je m'en fiche d'attendre mon khatan pendant 10 ans. Mais quand je l'aurai, ça sera un truc génialissime. Ça sera du top folie à la folie de folie. D'accord? C'est une personne qui... c'est une personne, alors je vais vous dire dans quoi moi je me suis reconnue en tout cas. C'est une personne qui s'acharne au travail, d'accord? Et c'est pas grave si à chaque fois l'avancée elle est toute petite, et il y a un autre qui dit ça va, lâche le truc, c'est bon, tu vois que ça marche pas. Non, ça va marcher, je vois que ça va marcher. T'as les toutes petites avancées, mais c'est pas grave. Le processus ne dérange pas la personne du futur. Ça la dérange pas. Elle est d'accord qu'il y a un processus. Elle est d'accord que pardon. C'est pas que le processus ne la dérange pas. C'est-à-dire qu'elle est tellement concentrée, Dafka, le processus peut déranger, mais elle est tellement concentrée sur la construction à long terme que si, pour passer par ça, il y a un processus, eh bien tant pis. Mais elle a toujours, c'est une personne qui a toujours en ligne de mire le plus tard. Voilà comment ça sera. J'ai un projet, je me projette. Aujourd'hui, je suis une petite secrétaire dans mon entreprise, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai une telle possibilité de passer les échelons et elle a de la patience. Elle a la patience d'attendre que ça vienne et que ça vienne et que ça vienne. Par exemple, c'est une personne qui préfère aussi, là je m'inclus complètement dedans, alors moi par exemple, j'ai pas du tout, mais aucune patience pour les petits bébés. Biberon, couche, petit pot, vaisselle, le bain, le truc, ça me saoule, mais grave. Les bébés, ouais, le côté, j'ai besoin qu'ils naissent et qu'ils aient 18 ans. Et qu'on puisse parler ensemble, et refaire le monde, et réfléchir. C'est mon truc. C'est-à-dire que vraiment, la seule chose qui me donne la force de m'occuper des petits, c'est de me dire, un jour on pourra parler ensemble, un jour tu seras intelligent, un jour tu n'auras plus de boutons et tu seras plus énervé sur n'importe quoi. C'est la seule chose qui me motive. Ça veut dire que vraiment, je vois tout le temps en perspective le fait que... À un moment, le processus... Ok, je comprends que le processus, il est obligé. Je comprends qu'il faut passer par un processus. Donc on le fait. Mais ça reste un processus. Comment? C'est en espérant qu'arriver à cet âge-là, à ce moment-là, ils soient encore avec toi à la maison. Oui, c'est être attaché. Ça peut être... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que dans le petit être, je vois un adulte, un futur adulte. Je vois pas le petit être, je vois le futur adulte qu'il y a dedans. Parce que le petit être, c'est pas hyper intéressant. Ou bien ce que tu fais dans ce cas-là, ce que je me suis vu faire aussi, c'est que tu as envie de brûler les étapes, tellement que le processus n'est pas intéressant dans l'absolu et que c'est l'objectif qui est intéressant. Alors, mon premier enfant, 1 an et demi, il fallait qu'elle sache parfaitement toutes les lettres de l'alphabet en français et en hébreu. C'était obligé, c'était pas possible. Et on était là en train de lui dire, allez, Aleph, Bet, Gim... Et la pauvre gosse, heureusement, j'ai repas fait ça avec les autres. Elle l'a fait. Vous ne voyez pas que la jeune maman débile que j'étais à l'époque, j'arrive au Gan, en Israël, à Bnei Brak, Gan Aleph. Elle avait 2 ans et demi, elle est rentrée au Gan, d'accord, avec toutes les autres mamans. Et moi, c'était mon premier bébé que j'amenais au Gan. Et je fais, alors voilà, bon, c'est juste pour vous dire que, voilà, en termes de niveau, donc l'alphabet c'est bon, en hébreu, en français. Et je n'oublierai jamais le regard de cette ganénette qui m'a regardée, mais je crois qu'elle m'a pris pour une grande malade mentale, une très grande malade mentale. Elle se demandait peut-être si je délirais, mais c'était vrai en plus. On était assez débiles pour ça. Parce qu'il fallait quoi? Non, être petit c'est pas bien, il faut l'objectif, il faut... Voilà, viser. Ou bien c'est quoi d'être quelqu'un du futur, quelqu'un du projet, de l'avenir? C'est quand ton enfant il vient à la maison, il te dit « Maman, je suis contente, j'ai eu 18, tiens, signe-moi. » Et là, tu prends et tu dis « T'as pas eu 20 ?» T'as pas eu 20. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, hein, mais explique-moi pourquoi t'as pas eu 20. Ça veut dire que tu es tout le temps... Non, je caricature, je suis pas aussi méchante que ça. Mais presque. Mais ça veut dire que tu as tout le temps envie que quoi? Tu as tout le temps envie d'imaginer encore plus. Tu imagines un projet, c'est-à-dire que tu te projettes, toi, dans quelque chose et tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie. C'est-à-dire le processus, ok, mais ce n'est pas un but en soi. Alors que la personne du présent, même le processus, c'est un but en soi. C'est tant que tu kiffes, tant que c'est bien, tant que tu kiffes, c'est-à-dire tant que tu es entière avec toi-même, tant que c'est de la construction et que tu avances, bah super. Tout est bien. Dans la personne du présent, chaque étape, elle est bien. Vous comprenez? Dans la personne du futur, c'est ça ira. Un jour, ça ira. Ça va. Je garde en ligne de mire le jour où ça ira, et tant mieux. Et du coup, c'est ça qui te donne la patience
du présent. Et ça m'a fait sourire vraiment quand je préparais ce cours et quand je voyais toutes les caractéristiques de Léa, et sachant que je m'appelle Léa, donc je me retrouvais complètement là-dedans. Et ça m'a fait sourire parce un reproche que mon mari me fait très souvent à hyper juste titre, justement, par rapport à l'éducation des enfants, et que enfin je comprends pourquoi il faut que j'aille lui raconter parce qu'il ne le sait même pas, que j'ai retrouvé ça dans le cours. Maintenant, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Vous savez, en Khinour, en éducation des enfants, il y a deux grands... Bon, on ne va pas rentrer dans une conférence sur l'éducation, mais juste pour le faire très vite. Il y a deux grands axes, il y a deux grands principes dans l'éducation. Ce que Rav Yakovson appelle le Khinour et la Hafala. C'est deux choses différentes. Le Khinour, c'est quand tu éduques un enfant, à quoi? À ce que plus tard, quand tu ne seras pas là, il puisse le faire de façon autonome, d'accord? C'est-à-dire que quand je suis en train de te dire range ta chambre, par exemple, alors en fait, moi, mon objectif, c'est que le futur adulte n'ait pas besoin de moi pour lui dire de ranger sa chambre, d'accord? Si je l'éduque à la politesse, d'accord, c'est pas parce que là, tout de suite, maintenant, j'ai peur que la boulangère se vexe, c'est parce que je veux qu'il l'intègre à la valeur. Ça, c'est le khinour. La hafala, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire, la hafala, c'est des fois, quitte à ce que ce ne soit pas un acte purement de khinour, des fois, il faut réagir avec un enfant pour la philoto, ça veut dire pour le mettre en œuvre, pour qu'il y ait un résultat immédiat, d'accord? De façon immédiate. Il y a une dispute, d'accord? Il y a un truc. Alors, si tu fais du khinour, tu es là en train de dire, tu vas parler à l'un, tu vas parler à l'autre, tu vas décortiquer, tu vas lui expliquer pourquoi c'était pas bien, pourquoi il avait raison, pourquoi l'autre il avait tort. Hafala, c'est, tu sépares la dispute, tu tranches. Il y en a un peut-être qui va recevoir une claque, elle était pas, ou une fessée, ou un truc, ou une punition. Si t'étais rentré plus à fond dans le truc, alors tu aurais su. Mais c'est un passage obligé en fait. La hafala, c'est un passage obligé, parce qu'avant que l'enfant devienne autonome et comprenne que ce que tu lui dis c'est une valeur, en attendant, n'empêche qu'il faut qu'il avance, il faut qu'il arrange sa chambre, même s'il n'a pas compris que c'est une valeur d'être quelqu'un d'ordonné. Il faut qu'il prête, même s'il n'a pas compris que prêter c'est important, etc. D'accord? Donc dans la hafala, tu fais des choses qui ne sont pas forcément fines ou justes, ou des fois qui vont apparemment à l'encontre de ton objectif à long terme qui est acquérir une valeur, mais à court terme, tu es obligé. Parce que tu es obligé d'avoir du court terme aussi dans l'éducation des enfants. Et mon mari, il n'arrête pas de me répéter, il a raison, il me dit arrête, pour le khinour, tu es toujours là, et pour la hafala, tu n'es jamais là. Jamais. Et c'est tellement vrai. Dès qu'il y a un truc de hafala où il faut avoir un résultat immédiat, tout de suite, parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que la maison elle fonctionne, parce que quand il y a des enfants et qu'il y a des disputes et qu'il y a ceci, ou qu'il y en a un qui n'a pas fait sa tâche, ou qui n'a pas fait ses devoirs, il faut réagir. Il faut trancher, dans le vif des fois. Et là, j'y arrive plus. C'est-à-dire que, voilà, la personne du futur, c'est quoi? C'est celle qui, oui, alors là, si c'est une valeur que l'enfant va avoir à long terme, donc je vais expliquer, je vais être patiente, et mais quand il faut réagir de façon immédiate, il n'y a pas d'abonné. D'accord? Donc c'est juste pour vous donner un petit peu la différence fondamentale entre, c'est quoi du présent et de galer. Pourquoi ça s'appelle dévoilé? Parce que le présent, c'est ce qui est dévoilé à tes yeux. Voilà, je me lève, je vais au boulot, mon patron il est comme ci, mes heures elles sont comme ça, mon khatan il est comme ci, mes enfants ils sont comme ça, tac, ce que tu vois. Et être cassé, c'est quoi le monde dévoilé? C'est le monde qui est en germe dans le présent, mais qui n'est pas encore là. Et en fait, tu ne peux pas savoir, impossible de parier sur ton futur. Tu dis, oui, je vois qu'à l'intérieur du présent, il y a un futur médecin, il y a une future situation qui arrive, mais effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver en cours de chemin. Il a l'air extraordinaire, il a dit qu'il a envie de fonder un foyer de Torah et faire Shabbat, etc. Donc ça a l'air, le présent a l'air de porter un germe, un futur, tu ne sais pas. Comment sera le futur? Pourquoi? Parce qu'il est caché. C'est la définition même du futur. D'accord? Donc, on va voir maintenant dans le texte comment... Alors, ce que la Torah veut m'enseigner de fondamental sur ces deux matriarches qui incarnent l'une le présent et l'autre le futur. Yaakov, à juste titre, il se dit, moi, qu'est-ce qui me correspond? La femme du présent. Moi, je suis quelqu'un du tout de suite, du maintenant. Moi, j'ai les longs processus et tout ça jusqu'à ce que, non. Je veux une femme qui me corresponde immédiatement. Et c'est pour ça on peut mieux comprendre, regardez la rencontre entre Yaakov et Rachel. Alors, vous avez Rachel, d'accord? Donc là, maintenant, j'ai séparé en deux le cours. Rachel et Léa, on va analyser tous les éléments sur Rachel qui vont dans ce sens-là, du présent, de l'immédiateté, et sur Léa. Rachel, le premier élément qu'on te dit,
Yaakov la voit. Vaïchak Yaakov les Rachel, merci beaucoup. Yaakov embrassa Rachel. Vaïsset Kolo, il a élevé la voix. Vaïef, il a pleuré. Pourquoi tu pleures? Elle est hyper belle, tu as envie de te marier avec elle, elle te plaît, elle correspond. Vous avez les mêmes objectifs, vous vous correspondez là tout de suite maintenant. Tu l'embrasses et tu pleures. C'est quoi? Rachi sur place, que vous connaissez certainement. Il pleura, car il a su à ce moment, sous l'inspiration du roi Hakodesh, de l'Esprit Saint, que quoi? Qu'elle ne partagerait pas sa tombe. C'est-à-dire, imagine, tu es à tes fiançailles. Attendez. Tu es à tes fiançailles, ok? Ouais. C'est super, c'est la fête, le photographe, le truc, là, on est là, les fiançailles. Et tout d'un coup, dans un coin, tu vois ton khatan. Je le tue. Qu'est-ce que t'as, mamie? Qu'est-ce que t'as, chérie? Pourquoi tu pleures? Mais j'ai peur qu'on soit pas enterrés ensemble, ma chérie. Mais c'est quoi ce truc? T'es à peine en train de te marier avec elle, t'es à peine en train de vivre le présent. T'es en train de pleurer, j'ai peur qu'on ne soit pas enterrés ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Yaakov, qui à peine il la voit, il pleure pour ça? Alors, ça va exactement dans ce sens-là. Yaakov cherche une femme comme lui. Une femme du présent. De cette nature-là. Et encore une fois, il n'y a ni l'un qui est bien, ni l'autre qui n'est pas bien. C'est deux caractéristiques. Il cherche une femme du présent. Or, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, par Roi HaKodesh, que c'est vrai qu'elle est du présent. Et que le présent, quand tout va bien, il l'amène en germe à l'intérieur de lui, un processus vers un futur serein, que l'on se souhaite, que l'on imagine. Ce travail m'amène vers telle carrière. Ce khatan m'amène vers tel foyer serein. D'accord? Cet enfant vers tel futur avec... D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que cette femme qui correspond à son idéal, c'est la femme idéale, Rachel. Clairement, c'est la femme idéale. Il voit que quoi? Que malheureusement, son histoire avec elle, n'est pas porteuse du futur qu'il imagine. Lui, il imagine quoi comme futur? Serein, on sera enterrés tous les deux ensemble, ce qui veut dire, en fait, par rapport à ce concept, que notre vie entière se fait sous cette idée-là de Alma Deidgalé, le monde dévoilé, d'accord? Donc on va marcher ensemble, tous les deux, jusqu'à la fin, et on va faire toute la route ensemble. Non, apparemment pas. Et d'ailleurs, la deuxième raison, ça m'a vraiment fait sourire, Rachid donne une deuxième raison. Pourquoi il a pleuré? Je l'adore, cette deuxième raison. Je ne l'ai jamais comprise, jamais. Il pleure, vous savez pourquoi? Ça, les amis, ça c'est une bonne raison de pleurer pour votre khatan à ses fiançailles, Ornella. C'est une bonne raison de pleurer. Non, mais je te dis, tu vas voir. Il pleure parce qu'il est venu les mains vides, il voulait la couvrir de cadeaux et il n'avait rien. C'est pas trop mignon? Trop mignon. Mais, Il vient pas l'image. franchement, Il n'a pas intérêt en tous les cas. il n'a pas intérêt. C'est bon, le message est passé, c'est enregistré de toute façon, donc il le sait. C'est bon. Mais maintenant, sérieusement, c'est un Rachi qui m'a toujours étonné, quoi. Yaakov qui pleure parce que... Attendez, parce que son papa Yitzhak, il est venu avec les 10 chameaux remplis de plein de choses pour Rivka. Et lui, il n'a pas les 10 chameaux pour sa femme. Et il pleure, mais là, tu peux, avec ce regard-là du présent et d'avenir, on comprend mieux. Là, il est dans le présent. Il est à fond dans le présent. Exactement, Nicole. Il est à fond dans le présent, et lui, qui est un homme du présent, il veut que ça se passe bien maintenant. Il veut que ce soit comme il imagine. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. C'est pas ça qu'il aurait souhaité. Bon, alors il pleure, d'accord? C'est pas dramatique, mais c'est quelque chose qui lui pèse. On va dire c'est quelque chose qui lui pèse. Rachel, la femme du présent. Quel est l'élément suivant? J'ai pas pu vous mettre tous les versets, sinon vous auriez une feuille comme ça. L'élément suivant qu'on apprend sur Rachel, donc il va travailler pour elle 7 ans, arrive la fin des 7 ans, donne-moi ma femme, dit Yaakov à Lavan, donne-moi ma femme, que je me marie avec elle, et changement de programme, entourloupe de Lavan, et voici que c'est Léa. Et on sait, Veine hi Léa, Rachid dit sur place, que c'était Léa seulement le matin, mais pas la nuit. Pourquoi? Parce que Rachel avait transmis à Léa les fameux signes, le fameux code. Elle s'était mis d'accord sur un code
avec Yaakov, sachant que Lavan allait faire une entourloupe au milieu. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle transmet. Elle transmet les codes. Ça va bien à la femme du présent. Si elle avait pensé à l'avenir, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors c'est elle. Présentement, là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Rachid le dit clairement. Il cite le Midrash. Titbayesh achoti. Là, ma sœur va se prendre la honte de sa vie. Là, tout de suite, maintenant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même pour créer. Attends, mais si elle était du futur, elle aurait dit, tu sais, des fois, dans la vie, tu vis des moments difficiles, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. Et puis, au moins, demain, c'est moi qui vais me marier avec Yaakov. Non. Elle est prête à renoncer. Elle est du présent. Elle dit, non. Il n'y a pas maintenant, tout de suite, elle va vivre un truc horrible, ma sœur. Il n'y a pas. Maintenant, tout de suite, ma sœur, je lui livre les codes. C'est tout. Parce que ce que mon père est en train de faire à ma sœur, c'est horrible. C'est horrible. Là, vous vous souvenez, on avait raconté, il a réuni tous les gens de la ville, etc., etc. Ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, elle les lui livre. Et ensuite, Rachel, la femme du présent, ça ne se passe pas comme elle l'aurait souhaité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu es beaucoup dans le présent et que le présent ne se passe pas comme tu le souhaites, tu crises. C'est l'inconvénient, on va dire. C'est l'inconvénient de la chose. Qu'est-ce qui se passe? Va terrer Rachel. Regardez ce passouk terrible. Il brise le cœur. Rachel a vu qu'il loyalda les Yaakov, qu'elle n'apporte pas d'enfant à Yaakov, alors que sa sœur en a déjà eu plusieurs. Va tekaner Rachel berchota. Rachel a jalousé sa sœur. Va tomer, elle dit à Yaakov une phrase terrible. Havali banim. Donne-moi des enfants. Ve'im aïn, sinon meta anochi, je vais en mourir. Je vais en mourir. Je suis une personne du présent et je n'ai pas la force pour ces processus. Je ne peux pas attendre 50 ans avant d'avoir un bébé. Je ne peux pas supporter le processus. J'ai besoin tout de suite. Je ne peux pas. Je souffre terriblement, dit-elle. Je souffre terriblement, ça m'est insupportable. Une personne du futur, aurait peut-être pu supporter que ce soit un processus, mais c'est pas grave. Tu vois, au bout de la grotte, au bout du tunnel, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a une lumière merveilleuse. Non. Meta anochi. Sinon, je vais en mourir. Et, effectivement, il y a je ne vous ai pas mis tous les versets. Les versets suivants. Akadosh Baruch Hu Vaiskor Elokim et Rachel. Hachem se souvient de Rachel, grâce au mérite qu'elle a été une femme du présent, dit Rashi, qui a donné les signes à sa sœur. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vaiftach et Rachma, il va lui ouvrir l'utérus et va tahar, elle va être enceinte, vous avez le verset, va teled ben, elle va enfanter un fils, va tomer, elle dit, Asaf Elokim et Herpati. Hachem a effacé ma honte. On va voir ce que Rachid dit là-dessus. Et donc, elle l'appelle comment? Vatikra et Shmo Yosef. Yosef. Pourquoi? Yosef Hachem liben acher. Hachem, regardez, m'ajoutera un autre fils. Attends. Toi qui es la femme du présent, ton premier fils, tu le nommes comment? Au futur. Au futur. Tout d'un coup, tu n'es pas en train d'être rempli du bonheur de ce présent. Tu es en train, il y a une inversion, vous allez voir, hallucinante, et elle est en train d'imaginer tout de suite le prochain. Le nom du premier, c'est Yosef. Il me rajoutera. Et que dit Rashi sur Asaph? Hachem, Asaph, ça veut dire quoi, Asaph? Il y a écrit ici, la traduction ici, c'est à effacer. Dit Rashi, Hachem a recouvert ma honte. Recouvert. Le terme qui est utilisé pour qui? Pour Léa. Alma de et cassé, le monde qui est recouvert. Tout d'un coup, c'est elle qui dit Hachem a recouvert ma honte. Pourquoi, dit Rashi? Tiens, la grande pleureuse dans l'histoire, c'est qui? C'est Léa, la pleureuse. Pourquoi elle pleure? Elle imagine dans le futur insupportable. Je ne veux pas être avec Esav. Et là, qu'est-ce qu'elle dit?
Hachem, Asaf et Trerpati, il a couvert ma honte. Quelle honte! Comme elle n'avait pas d'enfant, 1 an, 2 ans, un bébé, 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés, chez Léa, elle s'est dit, oulala, moi je n'ai pas d'enfant. À tous les coups, ce qui va se passer, c'est que Esav va vouloir m'épouser. Il va prétexter, tu vois, Yaakov, ta femme, celle-là, la deuxième, il y a une grande rivalité, donc bien sûr entre Yaakov et Esav. Ta femme n'a pas eu d'enfant, ça serait logique. Les deux de la vanne, une pour toi, une pour moi, tu me donnes Rachel, ça va, je suis sympa, je te prends Rachel. Effectivement, dit Rashi, Esav avait entendu que Rachel n'avait pas d'enfant, il était à Kara, et projeté de prendre Rachel pour épouse. Et voilà que c'est Rachel qui dit quoi sur son premier fils? Hachem a effacé ma honte, que moi j'ai peur de quoi? Du futur. Du futur tout d'un coup. Comme Léa. Et regardez, et bien entendu, au niveau des enfants, vous allez voir, il y a une inversion qui se fait, mais Rachel, elle est enterrée où? En chemin, pour pouvoir être présente pour toute personne qui aujourd'hui a besoin de son aide. D'accord? Donc elle n'a pas le caveau éternel de Marpella, elle a le caveau en chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est du présent, elle. Donc elle va aider en permanence, au présent, tout le temps, pour toutes les générations à venir, toutes les personnes qui vont avoir besoin d'elle. Ça, c'est la trace de Rachel. Sauf que au milieu, elle est une femme du présent, mais au milieu, on dirait qu'il y a une inversion, vous allez voir, et que, en fait, l'inversion se passe au moment où elle a son premier fils, tout d'un coup, elle dit des choses du futur. Et maintenant, regardons Léa. Léa, on a dit les yeux, elle pleure. Pourquoi? On a expliqué dans le futur. Très bien. Et donc, c'est une personne du futur. Regardez maintenant les versets. Alors, j'en ai mis plusieurs parce qu'ils sont tous très importants. C'est tous les versets, du 31 au 35, tous les versets qui parlent des grossesses les unes après les autres de Léa. Léa, cette femme du futur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a facilement des enfants. Elle qui supporte le processus, mais qui se projette, elle a facilement des enfants. Vayar Hachem qui se noie Léa. C'est un verset très difficile. Hachem voit que Léa, alors s'est noie dédaignée. C'est dur, hein? C'est dur. Est-ce que Yaakov l'a dédaigné vraiment? Vaïftach et Rachma, c'est pour ça qu'il lui ouvre son utérus, son ventre, vers Rachel Akara, et Rachel, quand elle était stérile. Vatar Léa, Léa est enceinte. Qu'est-ce qu'elle a? Un fils. Comment elle l'appelle? Réhouven. Pourquoi? Qui amra, elle dit, Kira Hachem Beoni, car Hachem a vu ma souffrance, ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Réhouven, le mot Réhouven, c'est Réhou. Regardez. Regardez, J'ai un fils. Regardez, j'ai un fils. La femme du futur nomme son fils au présent. Au présent. Quel est le problème de Léa? Le problème de Léa, elle se dit, c'est pas que mon mari n'aime pas. Mon mari, et à juste titre, Yaakov, il est du présent et il voulait une femme qui vit comme lui, qui a la même relation, ce genre de relation avec les choses, d'accord? Et en permanence, elle sent qu'elle est la femme de, pas a priori, mais a posteriori. Et en permanence, elle essaye d'acquérir son statut de femme à laquelle Akadosh Baruch Hu fait confiance et donne la possibilité extraordinaire de porter les enfants de Yaakov. Si Hachem lui donne la possibilité de porter les enfants de Yaakov, c'est peut-être qu'elle est apte à être l'épouse de Yaakov. C'est peut-être qu'elle est apte à être une matriarche. Il faut se dire que quand Yaakov l'épouse, il se dit, bon, Akadosh Baruch Hu, il avait un objectif. J'ai pas compris pourquoi c'est elle. Ok, c'est elle. Est-ce que pour autant elle est apte à porter mes enfants? Est-ce qu'elle est apte à porter les futures 12 tribus d'Israël? Voilà que tout de suite, Hachem a vu qu'il s'énoua Léa. Hachem a vu que Léa n'était pas à sa place. Elle n'avait pas une place à l'intérieur de ce foyer. D'accord? On sait qu'elle était aimée, d'où on le sait. Quelques versets plus loin, plus haut, il y a écrit que quand il a épousé Rachel, il y a écrit Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il a également aimé Rachel après qu'il ait aimé Léa. Donc le verset nous rassure, et de toute façon c'est interdit dans la Torah d'avoir une épouse et de la détester. C'est interdit.
D'accord? Et une des conditions de la polygamie, du temps où c'était qu'aucune ne soit moins aimée. Bref, donc c'est pas possible. Ici, c'est quoi? C'est moi, quelle est ma place? Quelle est ma place? Est-ce que vraiment j'ai une réelle place? Est-ce que Yaakov me considère comme une personne apte à être mariée avec lui, à porter ses enfants? Et ici, elle dit Réou Ben. Vous voyez, au présent, tout de suite, l'inversion est en train de se faire. Regardez, j'ai un fils, Hachem m'a fait confiance. Elle parle que d'Hachem. Elle dit qui ra'a Hachem Beoni. Vous voyez, Hachem m'a fait confiance. Je peux. Donc peut-être qu'on peut être quelqu'un comme moi qui se projette beaucoup dans l'avenir et pourtant pouvoir élever ses enfants comme il faut, présentement, comme Yaakov le souhaite. Vatar Od, elle a encore un fils. Et regardez, ça continue. Kishama Hachem, qui s'énoua Anori. Et donc elle l'appelle Shimon. Encore un fils, Vatar Od, Vatelet Ben, regardez. Apam, il l'avait Ishi Elai, encore une fois. Cette fois-ci, mon mari va m'accompagner, me sera attaché. Peut-être que cette fois-ci, au bout du troisième fils, j'aurai vraiment un statut, j'aurai vraiment une place acceptée. Donc elle le nomme Lévi. Et ce qui est très intéressant, c'est ce quatrième fils qui arrive et qui s'appelle Yehuda. Vatar Od, et elle a un fils, Apa'am Odé et Hachem. Maintenant, je remercie Hachem. Yehuda, c'est le Yehudi. Le juif, c'est quoi? C'est celui qui sait dire merci. On avait fait un cours une fois là-dessus. Celui qui sait remercier. Quand est-ce que tu remercies? Tu dis merci de quoi? Tu dis merci de quoi? Tu dis merci quand tu es rempli. Est-ce que quand on t'a donné un petit bout tu demandes un avancement, d'accord? Tu demandes que ton salaire il est minable par rapport à ce que tu fais. Tu dis ah, ça y est, ça suffit, maintenant il faut plus. Il vient, il te fait aller, viens, je te rajoute 1 euro. Tu dis merci. Non, mais tu te moques de moi ou quoi là? Merci, Apam, Odé Hachem. Là, c'est-à-dire l'inversion se fait au niveau de la naissance de ses enfants. 1, 2, 3, 4. Au quatrième, merci. Elle est en train de vivre le présent, mais à fond, à fond, à fond. Jusque-là, elle dit, regardez, j'ai un fils. Peut-être que maintenant, mon mari, j'aurai ma place. Peut-être que mon mari va... Hachem, il a entendu. Mon mari va s'ajouter. Merci. Ça y est. Ma place est définitivement acquise. Je suis porteuse d'enfants de Yaakov. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit que quoi ici? Elle te dit peut-être que avoir un projet à long terme, peut-être que savoir se projeter est une condition sine qua non pour pouvoir porter les germes du peuple d'Israël. Et ici, il y a un concept qui est fondamental. Ce merci, d'ailleurs, juste après ce merci, qu'est-ce qui est écrit? Vata mod miledet. Ça y est. Après, elle en aura d'autres. Mais là, pour l'instant, Vata mod miledet. Ça y est. C'est-à-dire que le processus est atteint. Merci, le présent. Et il y a quelque chose à l'intérieur de Léa qui change dans sa conception du présent. Oui, le présent est important. Il n'y a pas que le projet d'avenir. Oui, le présent est important, est tellement important que je suis capable de dire merci à Hachem maintenant, pour ce que j'ai, pour la chose telle qu'elle est. Même si c'est pas magnifique, même si à long terme c'est pas extraordinaire, même si c'est pas comme dans mes rêves et comme j'aurais souhaité, comme j'imaginais, merci Hachem. Ce que tu m'as donné en partie, merci, c'est génial. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, en fait, que il y a écrit donc la grande Bita Hagdola et Bita Aktana. La grande fille et la petite fille. Rachid sur place dit, il est trop grand ce cours, je ne peux pas tout vous mettre, c'est pas grave par cœur. Rachid sur place, Agedola, c'est quoi? Gedola, les Malchut, Vekeuna, c'est quoi? La grande, Léa la grande. En quoi elle était grande? Qu'est-ce qu'elle avait de plus grande que Rachel? Rachid dit sur place, non, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que sa grandeur venait du fait que c'est elle qui va donner naissance à Yehuda, c'est la royauté. La royauté, le chevet de Yehuda, la tribu de Yehuda, c'est la tribu d'où va descendre le roi David Améler et le Mashiach ben David. Le Mashiach arrivera de la tribu de Yehuda. Et la Keuna, les Kohanim et les Léviim, de la tribu de Lévi. D'accord? Le troisième fils de Léa s'appelle Lévi, et c'est lui qui sera porteur de tous les Kohanim et tous les Lévis, donc tous ceux qui vont travailler dans le temple. Elle est grande
Parce qu'elle a eu l'essentiel, la royauté et la keuna. Et la ketana, elle est ketana, pourquoi? Parce que elle a eu de la grandeur, elle est petite, la deuxième. Qu'est-ce qu'elle a de petit? En fait, sa grandeur, c'était une grandeur ponctuelle. Elle qui est du présent, c'était une grandeur ponctuelle, laquelle Yosef, son fils, était roi pour un moment en Égypte. Shaoul, le roi Shaoul, c'est le roi qui a précédé David. Il a été roi, mais il a perdu la royauté. Il a fait une grave erreur, il a perdu la royauté. Il a été roi un moment. Yehoshua, qui a mené le peuple vers la conquête d'Israël à l'intérieur du territoire, les a dirigés un moment. Shiloh, l'endroit où il y avait le Mishkan avant de construire le temple, Shiloh se trouvait sur... Shiloh, c'est une ville, d'accord, dans laquelle il y avait le Mishkan. Ça se trouve dans les territoires de Binyamin, du côté de Rachel. Bref, Rachel, elle a des moments d'éclat ponctuels. Léa a des moments, n'a pas des moments d'éclat, elle a la royauté, la keuna pour toujours, pour l'éternité. Cette personne-là, qui voit à si long terme, c'est elle qui a pour toujours. Et qu'est-ce qu'on voit dans Ruth, dans le livre de Ruth, d'accord? Je vous envoie à Shavuot pour vous mettre dans une ambiance de printemps, dans ce froid terrible. Ruth, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand elle va se marier avec Boaz, et vous savez que c'est de cette union entre Ruth et Boaz que va arriver David Améler, d'accord, Ishaï et David. Donc, on est dans la tribu de Yehuda, et elle se marie sur le territoire de Yehuda, et tous les gens qui sont sur place, ils lui font une bracha que je vous fais à toutes quand vous vous mariez, à toutes. Iten Hashem et Aisha Abaa El Betera. C'est souvent une phrase, vous remarquerez maintenant, qu'on lit dans la Ketouba sous la choupa. D'accord? Le Chazan, souvent, quand il lit la Ketouba et qu'il la chante, au début, il commence par chanter ce passage qui est magnifique. Iten Hashem et Aisha Abaa El Betera. Qu'Hashem rende l'épouse qui va entrer dans ta maison, comme qui? Qu'elle soit comme qui? Comme Rachel et comme Léa, qui ont édifié ensemble, je t'aime ensemble, il fallait qu'elles soient deux, il fallait ces deux côtés-là, elles ont édifié ensemble la maison d'Israël. Tiens, pourquoi comme Rachel et comme Léa? On est où sur le territoire de Léa? On est en train de construire la tribu de Yehuda, fils de Léa, d'accord? Et ils mettent Rachel avant Léa. Toutes les personnes qui félicitent Boaz et Ruth, ils mettent Rachel avant Léa. Pourquoi? Eh bien, parce que Rachel, c'est le passage obligé vers Léa. Rachel, qui est du présent, elle t'enseigne que quoi? Elle te dit, en fait, on dit Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Que le Mashiach ben Yosef, le fils de Yosef, donc le fils de Rachel, il prépare le chemin à qui? À Mashiach ben David, au Mashiach définitif. C'est-à-dire que, on est en train de te dire ici quelque chose de fondamental. On est en train de te dire que le présent, c'est un passage obligé vers le futur. Alors, être que dans le futur, être que dans le projet, c'est pas possible, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Être que dans le présent, tu vas accumuler des relations nulles les unes après les autres, et à la fin, tu n'auras rien construit du tout. C'est pas possible. Tu vas passer d'un CDD à un CDD à un CDD, tu n'auras rien construit. C'est pas possible. Donc, être que dans le présent, c'est pas possible. Le présent, ça doit être quoi? Quelle doit être notre relation entre l'un et l'autre? Eh bien, c'est que le présent est un présent qui porte à l'intérieur de lui un germe d'avenir, c'est-à-dire qu'il faut en permanence avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir en perspective l'avenir, mais être capable quand même, pas que faire du chinour, faire aussi de la fala, mettre en œuvre les enfants aussi, être capable de kiffer le processus. Arrête de kiffer toujours, j'ai envie d'être là-bas, voilà, ouais, ça sera bien quand ça sera comme ça. Non, prends du plaisir aussi au processus lui-même, à l'événement qui te mène à tout ce qui te mène à. Et si on n'est que dans une extrême ou que dans l'autre extrême, je vais vous donner un exemple. Que dans l'extrême, à moi, voilà, il y a eu un drame du XXe siècle, un des plus grands drames du XXe siècle, qui a fait encore plus de morts que la Shoah, c'est le communisme, d'accord? Le communisme pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un projet d'un monde égal. Je vois qu'il y aura un monde égal, il n'y aura pas d'opprimés, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de riches, il y aura tout. En attendant, on fait quoi? On marche sur des cadavres. En attendant, c'est pas grave. Et le présent, mais comment est-ce que tu peux ne pas regarder ce qui se passe présentement? Quoi, tu as ton objectif de... Et à l'inverse, le monde démocratique aujourd'hui, comment il marche? Et puis l'inverse. Kiff.
présent, présent, présent. C'est pas grave, et alors, c'est pas grave, tu t'amuses une soirée. Le mariage pour tous. Mais c'est quoi ce délire? Non, mais attends, on s'aime, hein, mais est-ce qu'une demi-seconde, tu penses à l'avenir? Est-ce qu'une demi-seconde, tu penses que si on autorise, Dieu préserve, qu'il y ait des adoptions, des enfants, mais est-ce que vous vous rendez compte dans l'avenir ce qui va se passer pour ces enfants? Dans quel état ils seront? Quel genre de futur adulte ce sera? Non, le présent, le présent. Et donc ici, on a une sorte c'est-à-dire, Rachel vient, te dit, important, mais je suis un passage vers. Yosef et Binyamin, c'est un passage vers une construction qui est définitive, une construction dans laquelle tu vois à long terme. En même temps, tu n'es pas que dans le long terme, tu réussis à te remplir de ces petits moments du présent qui sont importants, mais en même temps, tu ne perds pas des yeux ton objectif final. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié. Je crois que j'avais... C'est pas grave. Eh bien, en tout cas, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite un présent kiffant. Je vous souhaite quelque chose de merveilleux présentement. Et en même temps, une construction définitive qui tienne sur le long terme et qui vous remplisse au quotidien. Et je vous souhaite Shavua Tov et Chodesh Tov et des miracles. Racontez-moi plein de miracles.